donc il doute de rien, il vit sa vie. Et en fait, Becerra demande, quand il fait la réunion, qu'il y ait un silence absolu sur l'enquête qui va se réouvrir. Becerra, c'est le policier. Oui, pardon, c'est le policier qui fait, avec la procureure de New York, ils expliquent qu'ils vont réouvrir l'enquête, faire tout un tas d'investigations, mais qu'il faut absolument, ils expliquent à leur équipe qu'il faut que ce reste secret. Il ne faut pas que Robert Durst soit au courant qu'il y ait une enquête. Et évidemment, 3 jours plus tard, dans le New York Times, dans le New York Daily News, tout sort. C'est compliqué. Et donc, il est mis au courant. C'est journaliste. Voilà, terrible. Ça sort, c'est dramatique. Et la piste Suzanne Berman avait été évoquée, évidemment. On va d'ailleurs en parler de Suzanne Berman dans le chapitre qui vient. Philippe Coste, notre invité également ce soir dans l'heure du crime, et vous êtes en direct avec nous depuis New York. Je parlais de cette première enquête sur la disparition qui a failli aboutir à l'époque. On le sait pas trop, mais on était à 2 doigts de renvoyer ce personnage devant un tribunal. Pas de preuves. Vous qui connaissez bien la justice américaine, Philippe Coste, vraiment, il faut absolument des preuves pour pouvoir renvoyer quelqu'un devant le tribunal, hein. Pas simplement des intuitions. Il y avait une tradition aussi à New York, qui est une ville de stars, de milliardaires et autres, une tradition de timidité des procureurs locaux, la peur de se lancer dans des procès ou de procéder à des inculpations qui ne seraient pas suivies des faits. D'ailleurs, on l'a vu dans énormément de cas. Je donnerais même le cas de Strauss-Kahn, par exemple. Exact. Donc, il y avait une espèce de crainte de ce côté-là. On n'attaque que sûr dans ce genre de cas. Parce qu'on sait qu'en face, avec la famille Durst, on va se retrouver avec des avocats de haut vol, des stratégies, des budgets absolument incroyables au niveau contre-enquête ou par ces avocats. Donc il y a à la base une crainte d'attaquer sans matériel suffisant. Donc ça a joué énormément. Bien sûr. Alors oui, exactement. C'était la question que j'allais vous poser. C'est ce que vous dites est très important, parce que ça veut dire que Durst, il a bénéficié de cette espèce de crainte judiciaire. Ça lui a permis de se faufiler, de glisser entre les gouttes. Oui, il est très bien défendu, et les procureurs le savent, donc on n'attaque que sûr. Il y a une grande crainte aussi des procureurs de se ridiculiser dans des procès, dans des non-lieux, et donc au départ ça a joué énormément dans la timidité des pouvoirs publics à son égard. Et d'autre part, il est vrai qu'on manquait énormément d'informations. Pour l'instant, on avait comme dossier que les contradictions bizarres du personnage, ses propos alambiqués, on n'en savait pas plus. Des contradictions et des soupçons. Et évidemment, encore un mot, Aurélie Raya, il y a cette enquête donc du détective Becerra qui va être capitale. Hein, il s'accroche vraiment, il remue ciel et terre pour trouver quelque chose. Il est tout près de toucher au but, mais quand il est tout près de toucher au but, évidemment, il y a la mort de la témoin numéro 1. Au moment où ils interrogent les liftiers, ils interrogent tous les gens de l'époque, ils commencent à trouver des pistes, et ils se disent, c'est Suzanne Berman, la meilleure amie de Robert Durst à l'époque, qui doit détenir des clés. Elle l'a toujours couvert, elle orientait les journalistes à l'époque pour dire, mais non, Robert. Ils se disent, c'est elle la clé, il faut absolument qu'on aille la voir. Et vraiment, et comme dans la presse, la contre-enquête qu'il est en train de mener est sortie, Durst se dit, c'est vers elle qu'ils vont aller. Ah oui. Et donc, potentiellement. Et là, c'est sans doute le déclic de ce qui va se passer. Voilà. Robert Durst a lui quitté New York avec un confortable paquet de dollars. Il a des appartements un peu partout dans le pays. Il circule pour se faire oublier et désormais pour échapper à l'enquête sur la disparition. Durst va refaire surface au détour d'un crime atroce. Robert Durst est à l'autre bout du pays alors que l'enquête sur la mystérieuse disparition de sa femme se poursuit à New York. Investigation qui pourrait brutalement se rapprocher de lui et l'envoyer devant un tribunal, même si le détective Becerra n'y croit plus vraiment. L'assassinat de la femme qui était le témoin numéro 1, Suzanne Berman, une intime du couple Durst, est un coup dur. Sans elle, difficile de faire inculper Durst. Drôle de hasard, l'héritier milliardaire était bien à Los Angeles quand Berman a été tué. Il lui a même fait 2 versements de $25,000. En dépit de ces coïncidences, il n'a pas été entendu sur ce crime imputé à la mafia ou un petit ami jaloux. Décidément, Durst a le don d'échapper à la curiosité. Il s'en sort bien. Il ne fait aucun faux pas. La chance est avec lui. Mais la chance, ça tourne.
Dans la soirée du 30 septembre 2001, le torse d'un homme est retrouvé échoué sur une rive de la baie de Galveston, au Texas. Les plongeurs récupèrent ensuite les bras et les jambes enfouis dans 3 sacs plastiques. La tête reste absente. Dans un des sacs, les policiers découvrent un journal avec le nom de l'abonné et une adresse, Maurice Black, 2213 avenue K à Galveston. Sur place, les enquêteurs établissent que Maurice Black, 71 ans, est bien la victime atrocement dépecée. Il est présenté comme un homme irascible, mauvais voisin. Dans les poubelles de cette grosse maison coloniale délabrée, un pistolet et la facture d'un opticien au nom de Robert Durst. Ce Durst n'habite pourtant pas là. La victime n'a qu'une voisine, une certaine Dorothy Seiner, une femme handicapée qui vit dans une maigre pension et porte un chignon gris. Elle est absente. Chez elle, on découvre des traces de sang et une cassette VHS consacrée à une émission sur la vie de Cathy Durst. Cette femme, qui est présentée comme muette, n'est en fait que Robert Durst en personne, sourcils épilés et crâne rasé sous sa perruque. Depuis 1 an, il s'habille en femme pour se faire oublier. Durst est interpellé, il s'acquitte d'une caution de $300 000, puis repart en cavale, arrêté 45 jours plus tard et cette fois incarcéré pour le meurtre et le dépeçage du retraité. 2 ans plus tard, il comparaît devant un tribunal du Texas. Il reconnaît la mort de son voisin, mais jure que ce décès était accidentel. Il indique s'être disputé avec la victime qui le menaçait avec une arme. Les 2 hommes ont roulé par terre et le coup est parti. Durst raconte qu'il était persuadé que la police ne le croirait pas. Il a donc essayé de faire disparaître le corps. Il a passé une nuit à le découper à la scie. Les avocats du milliardaire plaident l'irresponsabilité. Ils indiquent que leur client souffre d'une forme d'autisme qui l'a empêché d'avoir conscience de ce qu'il faisait. Et contre toute attente, Durst est acquitté. Peu importe que le jugement fasse scandale, c'est libre qu'il ressort du tribunal. Philippe Coste, l'un de nos invités ce soir dans l'heure du crime, est en direct depuis New York. Alors là, c'est une incroyable story, un incroyable rebondissement dans cette affaire. Je suppose qu'à l'époque, ce procès, il est retentissant, et notamment le verdict. Oui, il est désolant, parce que c'est un peu, je dirais, le symbole des failles du système des jurés américains. Robert Durst a un avocat absolument extraordinaire, qui est un vieux routier de la justice texane, Dick de Guerin, qui réussit à embobiner ce juré d'une manière absolument incroyable, alors que les procureurs locaux qui se fondent simplement sur le dossier, l'horreur du dossier, l'invraisemblance de la question de la légitime défense et autres, passent mal devant ce juré et je dirais, ils succombent à l'opération de séduction de leur adversaire, de la défense, et c'est un procès qui se passe à Galveston, hein, au Texas. Il faut voir aussi qu'il y a un côté un peu je dirais pas, c'est un lieu industriel mais aussi extraordinairement provincial, avec le respect absolu, une dévotion envers ses avocats de renom, que sont Dick de Guerin et ses assistants, et ça marche contre toute attente, ça marche. On croit à la légitime défense, du moins le juré croit à la légitime défense, et acquitte contre toute attente Robert Durst. Est-ce que vous vous souvenez comment il apparaît à ce procès, lui? Il fait plutôt profil bas, il a un profil bas, il a un côté un peu bon, il en rajoute du point de vue de sa folie, par ses regards et autres. Il regarde les jurés par moment. Il a un côté complètement absent. Mais celui qui mène la danse, c'est son avocat qui compense, qui fait oublier complètement, je dirais, les bizarreries suspicieuses de son client. D'ailleurs, mais au moment de l'annonce du verdict, Durst a une
est dans un état d'excitation, de joie et autres, qui prouve aussi qu'il sait très bien ce qui est en train de se passer. Il est marqué par une surprise, mais colossale au moment de l'annonce du verdict. Il sait très bien ce qui s'est passé, et il sait qu'il a gagné. Aurélie Raya, journaliste à Paris Match, est notre invitée ce soir dans le studio de l'heure du crime. Décrivez-nous un petit peu quand même cette cavale de Robert Durst avant qu'il soit jugé. Cet homme en perruque, c'est ça. Pendant un an, il va se déguiser en femme, etc. C'est inimaginable. On dirait un mauvais film. Hitchcock, parce que oui, on pense à ça, mais. Galveston, c'est quand même pas une ville très riante. Hein. Ouais. Il a quand même beaucoup de millions de dollars et il est là dans ce studio miteux avec sa perruque, son voisin. Enfin, non, mais c'est vraiment inimaginable. C'est peut-être pour ça que j'ai eu envie d'écrire, je crois, sur lui. Oui, et vous avez bien fait. Ce que vous dites aussi, Aurélie Raya, c'est que ce voisin, il s'est douté de quelque chose. Ce voisin, je pense que il y a des supputations. On pense que ce voisin le faisait chanter et avait découvert sa véritable identité, ce qui serait le vrai mobile du crime sordide. C'est ça. C'est qu'il lui aurait fait chanter en lui disant: écoute, je sais que t'es Robert Durst, donc maintenant tu vas me donner de l'argent. Et donc, Robert Durst, sa réaction la plus simple quand ce genre de situation se produit, il tue. Oui. Et après, il découpe le corps. Oui, comme si c'était tout à fait naturel, d'ailleurs. Mais déjà, vivre dans ces conditions-là pendant un an, grimé en vieille dame sourde, dans un rez-de-chaussée d'un appartement pourri. Oui, c'est extraordinaire, parce que là, on est vraiment aux portes de la folie. Mais c'est incroyable. On peut pas le dire autrement. Et vous parliez de l'argent qui tenaille Robert Durst. Il a des millions. Il se balade avec beaucoup d'argent sur lui. Il ne dépense rien. Etc. Et d'ailleurs, il y a un petit épisode qui est assez rigolo, c'est que lorsqu'il part en cavale comme ça, il va se faire rattraper alors qu'on le recherche pour ce crime. Il vole un sandwich au poulet à $3. Voilà. Non mais alors qu'il se fait arrêter parce qu'il a volé un sandwich à $3 et dans la voiture avec les policiers, il leur dit: mais non, mais je le referai plus, je suis malade, ma fille, donc il a pas de fille, m'a dit que je devais plus le faire. Écoutez, regardez, j'ai des centaines de dollars sur moi, je vous les donne, laissez-moi partir. En fait, il est malade, je crois qu'il est gravement atteint, quand même. Il est gravement atteint, et pendant ce temps, il faut le dire, Aurélia, en 2 mots, l'enquête sur la disparition de son épouse Cathy, elle est aux oubliettes, là. Là, c'est loin. Il n'y a pas de corps, c'est loin. Celle-ci, je pense qu'il passera au travers. Robert Durst paraît désormais totalement hors de portée de la police et de la justice américaine. Pas assez de preuves pour l'impliquer dans la disparition de son épouse et pas d'indices suffisants pour l'inquiéter dans l'exécution du témoin numéro 1, Suzanne Berman. Pour le moment, en tout cas. Après son acquittement surprise au Texas, Robert Durst endosse avec un plaisir à peine dissimulé son habit de personnage sombre et inquiétant. Un homme qui aurait commis les pires forfaits mais que la justice n'a jamais réussi à coincer. Hormis la mort du retraité Maurice Black, un accident, il a toujours nié toute implication dans la disparition de sa femme et l'assassinat de la meilleure amie de celle-ci, Suzanne Berman. Durst rejoint ainsi la galerie des célébrités du crime américain sans jamais avoir été condamné. Il présente un casier judiciaire vierge. Un film inspiré de son histoire, Love and Secrets, sort en 2010. Durst a alors 67 ans et il accepte le tournage d'une mini-série qui retracerait son parcours. Il se livre sans retenue lors des interviews. Autant dire que le visage qu'il présente est glacial, celui d'un homme arrogant et sûr de lui. Il n'hésite pas à déclarer qu'il a menti à la police à plusieurs reprises. Personne ne dit jamais toute la vérité, martèle-t-il, sans savoir que sa franchise effrontée va le perdre. Les enquêteurs qui travaillent sur ce documentaire baptisé The Jinx, en quelque sorte celui qui porte malheur, mènent une réelle enquête. Ils interrogent des témoins et retrouvent des indices. Ils s'aperçoivent ainsi que l'écriture d'une lettre signée Durst, adressée à Suzanne Berman quelques mois avant sa mort, est similaire à celle d'un mot anonyme adressé à la police pour indiquer qu'une femme, en l'occurrence Suzanne Berman, venait d'être assassinée. Dans les 2 cas, la même faute d'orthographe apparaît, Beverly avec un E au lieu de Beverly sans E. Robert Durst est confronté aux 2 lettres lors du tournage. Il est mal à l'aise. Il se rend aux toilettes alors que son micro est toujours branché et se parle à lui-même.
There it is. You're caught. What the hell did I do? Kill them all. Of course. Traduction, il avait raison en parlant du réalisateur. J'ai eu tort. Qu'est-ce que j'ai foutu? Je les ai tous tués, bien sûr. Déclaration en aparté qui ne sera découverte que bien plus tard par les réalisateurs. Le 14 mars 2015, sur la foi de ses paroles perdues, Robert Durst est arrêté dans un hôtel de la Nouvelle-Orléans. Il est cette fois inculpé